Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque je reçois une podcasteuse. Et pas n'importe laquelle, je reçois Anne Guéquer, qui est la fondatrice de Métamorphose, que vous connaissez peut-être. Avec Anne, on a un lien un peu particulier que vous allez entendre dès le début du podcast. Et j'étais vraiment ravi de la voir parce qu'on s'entend très bien et que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc avec Anne, on parle de plein de sujets, de son rapport à la spiritualité, de son rapport à la mort, de ce qu'elle a appris par son podcast, de la manière dont elle a développé son podcast, mais surtout, on parle d'un conte qu'elle vient de sortir qui s'appelle « La fée qui ouvrait les cœurs ». Vous allez entendre ça, c'est une discussion amicale forcément, et j'espère que vous allez l'apprécier. Je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Anne. Bonjour Grégory. Comment ça va ? Ouais, ça va bien, je suis ravie d'être avec toi. Bah ouais, moi aussi ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus en plus. Ouais, d'ailleurs on a papoté comme des commères là avant de commencer ce podcast. Trop content de se voir. Ouais. Donc tu as créé Métamorphose il y a 4 ans, c'est ça ? Je me trompe pas, ou 4 ans ou 5 ans ? On a démarré en janvier la saison 5 de Métamorphose. On a commencé en janvier 2019. Métamorphose qui est un des gros succès de podcast quand même, on peut se dire ça. Écoute, on peut se dire ça. On est le 3e podcast français en audience, certifié ACPM. Ouais. Et on a 2,5 millions d'écoutes par mois. Ouais, c'est énorme. Ouais, je me rends pas compte parce que tu sais, parfois par rapport à des radios nationales, on a l'air d'être tellement petit. Ah, je suis pas sûr, moi, même par rapport à quelques émissions quand même, mais je pense que majoritairement t'es bien quoi. Je crois que la matinale de France Inter, ils doivent faire 3 fois ça sur une émission. Ouais, qui est la première matinale de France. Quoi. Oui, c'est vrai que si on se compare aux géants, t'as raison. Ça reste l'un des plus gros podcasts en France, donc c'est incroyable. C'est vrai, c'est incroyable. Ouais, c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier, c'est ce qu'on disait hors antenne, parce que le jour où j'ai eu la révélation que je devais me lancer dans le podcast, je me suis dit, qui va m'apprendre à faire ça ? Et c'était toi et Pierre-Henri. Ouais, c'est fou, c'est fou. Justement, elle est sortie d'où cette envie ? Pourquoi tu as eu envie de faire ça et pourquoi ce sujet ? Alors cette envie, tu sais, j'avais fondé ce magazine Féminin Bio. Bien sûr. Il y a 15 ans, 16 ans presque maintenant. Et j'avais rencontré vraiment des gens extraordinaires pendant toutes ces années, avec qui j'avais des conversations vraiment intimes dans le domaine de la psychologie, du développement personnel, de l'engagement sociétal, de l'écologie, de la parentalité bienveillante. Enfin, c'était vraiment tous ces sujets holistiques, je mets des guillemets, que j'avais au sein de Féminin Bio. Et quand on le passait dans le magazine papier ou sur le web, je trouvais qu'en retranscrivant ces interviews, même si les mots sont extraordinaires, mais je trouvais qu'en termes de vibration et d'intimité, il y avait quelque chose qui se perdait dans la conversation one-to-one, comme celle qu'on a échangée même avant de ce podcast, où on est vraiment directement ensemble. Et je lis un article dans un magazine féminin qui dit que les podcasts reviennent en force. On est en 2018 et je me dis mais c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, toutes ces personnes avec qui j'ai ces conversations intimes depuis plus de 10 ans, il faut les enregistrer pour peut-être... Alors à l'époque, c'était peut-être en même temps les porter sur le papier, etc. Mais au moins qu'on ait cette vibration originelle qui s'est jouée à ce moment-là. C'est vrai que la voix, c'est quelque chose de très particulier. Enfin, c'est pas toi qui vas me contredire, c'est ton métier aussi. C'est clair. Et donc, j'ai vraiment eu comme une sorte de truc qui m'est tombé dessus. On pourrait dire peut-être une révélation. J'ai su tout de suite que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et à partir de ce moment-là, j'ai même plus les idées très claires comment ça s'est enchaîné. Je suis venue vous voir avec Pierre-Henri à ce moment-là, en disant il faut que je trouve des personnes pour me former au podcast. Tous les gens vont se précipiter pour dire forme-nous au podcast, Grégory, en entendant ça. Mais voilà, j'y connaissais rien, ni techniquement, ni ce qu'il fallait faire. Et c'est à ce moment-là que ça a démarré. Et je me souviens que j'avais déjà... peut-être les 30 prochains invités, j'avais déjà la liste, j'avais déjà la vision, j'avais déjà le nom de Métamorphose, puisque j'avais déjà créé un projet qui s'appelait comme ça. C'était déjà très clair, en fait, dans ma tête. Et alors, qu'est-ce que... Enfin, en 4 ans, 4-5 ans, 5 saisons en tout cas, qu'est-ce que tu as... Enfin, c'est une question qui est hyper compliquée, qu'on me pose souvent, et j'ai toujours du mal à répondre, mais je vais te la poser quand même. Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que ça a changé en toi ? Ou est-ce que c'est simplement, parce que moi c'est mon cas souvent, les partages de conversations que tu peux avoir dans la vie privée, mais j'imagine que t'en as beaucoup plus à travers Métamorphose aujourd'hui que ce que tu avais dans la vie privée avant, quand même. C'est vrai que j'ai beaucoup interviewé aussi sur des sujets que j'avais quand même expérimentés, que ce soit en termes de thérapie, de formation, de choses que j'avais suivies. Donc, parce que j'avais le sentiment d'en parler mieux, de mieux comprendre ces sujets-là pour aller beaucoup plus en profondeur ou de manière plus intime sur ces sujets-là.
C'est vrai que c'est assez particulier parce qu'à la fois, on est vraiment pris dans ce flot de l'intime au moment où on reçoit toutes ces informations. Et en même temps, parfois, j'ai l'impression que ça me traverse sans forcément assez descendre à l'intérieur de moi. Et qui peut être aussi, dans certains cas, une petite frustration. De dire, est-ce que c'est des sujets que je connais très bien et donc du coup ça descend moins en profondeur que ça ne pouvait le faire, ou ça le fait peut-être moins que dans une pratique. Ou alors je connais maintenant tellement bien certains sujets que j'ai l'impression que tout le monde les connaît finalement aussi bien que moi, alors qu'en fait ils sont pas du tout portés au grand public aujourd'hui. Mais ça peut être aussi, tu sais, c'est marrant, parfois il y a des paroles qu'on entend, mais qui résonnent, mais qui vont pas tu sais, qui restent au niveau du cerveau, qui restent dans la tête. C'est souvent le cas d'ailleurs, je trouve, pour toutes les personnes qui s'intéressent au lien à elles-mêmes. Souvent, tu lis des bouquins de développement personnel, tu entends des choses et ça reste dans la tête parce qu'on est très mental. Et finalement, ça descend pas dans le cœur. Et en fait, tout l'enjeu, c'est que ça descende dans le cœur, mais pour que ça descende dans le cœur, il faut être prête pour que ça soit le cas. Et parfois, peut-être, il y a des sujets, même pour toi ou pour moi, enfin pour tout le monde finalement, où tu te dis, bah oui, effectivement. Et en fait, alors soit tu prends pas le temps, soit effectivement, ça descend pas dans le cœur parce qu'à ce moment-là, c'est pas le bon moment. C'est peut-être ça aussi, non ? Mais c'est pas le bon moment. Puis dans une interview, on est quand même aussi dans notre flow, on suit quand même un déroulé, un fil rouge. Donc il y a une sorte de vigilance aussi qui est là. Moi, je sais qu'à la fois, je me laisse porter par le moment, mais je suis pas complètement non plus en lâcher prise totale, comme si j'étais en thérapie, par exemple. Avec une ouverture du cœur qui est, je pense, pas tout à fait la même que quand on est dans un espace d'intimité. Puisque là, quand je suis dans un rôle d'intervieweuse, bah, j'ai aussi la double casquette d'être à l'écoute, d'être vraiment là, et en même temps d'être dans cette vigilance de suivi de mon interview, de mon fil rouge, de pas oublier des notions peut-être essentielles. Donc il y a un lâcher-prise qui n'est pas complètement là non plus. D'ailleurs, je réalise qu'on parle de métamorphose comme si tout le monde connaissait, mais tu n'as pas fait le pitch. Comment tu pitches, entre guillemets, comment tu te présentes ton podcast comment tu présentes ton podcast d'abord, c'est la première question. Métamorphose, donc la signature de Métamorphose, c'est le podcast qui éveille la conscience, qui dit déjà beaucoup. Parce que la conscience, en fait, on peut parler de conscience dans tous les champs de notre vie. On peut parler de la conscience au niveau spirituel, évidemment, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit, de la quête de sens. Mais la conscience, elle est aussi la manière dont je me nourris au quotidien, la manière dont je m'habille, comment je suis au monde. En fait, c'est très holistique. On peut tirer des fils dans tous les pans de notre vie. Ça peut être dans l'éducation des enfants, avec notre conjoint. Toutes ces thématiques, on les retrouve finalement dans tous les pans de notre cheminement au quotidien. Donc c'est vrai que Métamorphose, c'est vraiment un podcast qui s'intéresse, et ça vient aussi évidemment de la ligne éditoriale de Féminin Bio, de cette harmonie du corps, de l'esprit et du cœur, hein, qui est vraiment sur ce triptyque de ces trois dimensions. Ouais. Et qu'est-ce que tu te donnes comme objectif, enfin, pour les gens qui écoutent, pour les personnes qui écoutent, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, mais en fait, moi, j'essaye de les aider à... Enfin, je sais pas si tu te dis ça d'ailleurs, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai au cœur. C'est-à-dire, je me dis, j'essaye d'aider les gens à être un peu plus sereins dans un monde qui est très chahuté, on va dire. Et c'est comme ça que j'envisage, tu vois, Vlan. Mais toi, je sais pas si... ou qu'est-ce qu'on te dit peut-être par ailleurs ? C'est vrai que moi, je le vois vraiment comme un partage de ce qui a pu m'aider moi ou de ce qui a pu aider des personnes autour de moi, de ce qui a pu aider les lecteurs et les lectrices de Féminin Bio à l'époque, et qui est vraiment une exploration. Donc, je ne sais pas si je cherche de manière empirique à ce que ça produise quelque chose. C'est vraiment plus une proposition de cheminement. Et chacun viendra piocher, en fait, dans ce qui lui convient à un instant T. Moi, je suis très motivée, ou en tout cas persuadée, qu'on a besoin d'une biodiversité de la parole, comme on a besoin d'une biodiversité dans la nature, et que tout ce qui est monoculturel, dans une forme de pensée unique, est mauvais en fait pour l'être humain. Parce que du coup, ça nous entraîne dans des champs exploratoires qui sont très rigides, extrémistes. Comme disait très bien Boris Cyrulnik, qu'on a interviewé tous les deux sur ce sujet-là, hein. Tout ce qui nourrit une forme de doxa et de pensée unique, je pense, nous emmène à notre perte en tant qu'humain.
tout ce qui est monoculturel, d'une manière générale, arrive à une forme d'extinction assez rapidement. Et donc, cette biodiversité de la parole et ce partage, elle est extrêmement importante pour moi, pour que chacun puisse... Parfois, les gens me disent « Ah, mais tiens, j'ai entendu ça, puis après, j'ai entendu une autre personne dire ça, et c'est presque contradictoire. » Mais je trouve que c'est bien que ce soit contradictoire, parce que c'est le chemin de notre humanité, de se dire, finalement... qui détient la vérité? Personne ne détient la vérité. Tous les chemins mènent en même temps vers une forme de convergence, je pense, vers une forme de vérité, mais les chemins pour y arriver sont très différents. Et ça permet aussi, puisque je sais que c'est des sujets sur lesquels on est vigilants, toi et moi, d'éviter aussi toute forme de dérive sectaire. Quand on parle de la doxa, on va aussi vers là. Et moi, je ne veux absolument pas être ni un gourou, ni me présenter comme quelqu'un qui dirait la parole de vérité, c'est celle-là. Donc, métamorphose, comme la métamorphose le dit très bien dans son nom, chacun a à vivre sa propre métamorphose. Donc moi, c'est vraiment de proposer ces clés et qu'ensuite, chaque personne fasse son cheminement par rapport à ça. Et c'est important parce qu'effectivement, on est tellement dans des mondes... D'abord, pour reprendre ce que tu disais, d'analyse, c'est-à-dire où on découpe tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer avec un manque profond de vision holistique. Donc ça, c'est ce que tu apportes et je trouve que c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est de sortir de cette zone peut-être blanche et noire. Tu sais, on a tendance à être très binaire dans notre société, que ce soit dans les informations, sur les réseaux sociaux, etc. Et d'amener toute une palette de gris, en fait. De dire, en fait, entre le blanc et le noir, il y a des tonnes de choses possibles. Et après, chacun peut s'adapter. Je crois que un des mots qui me semble extrêmement important là-dedans, dès qu'on va dans ces sujets, c'est de parler de croyances aussi, de se dire, finalement, moi j'ai ces croyances et elles me font du bien. Et après, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si, tu vois, c'est pas forcément prouvé scientifiquement, mais moi, je sais pas si toi tu as ce même rapport, mais moi ça me fait du bien. Par exemple, je sais pas, les mémoires transgénérationnelles ou les constellations familiales, tu vois, qui est un sujet que j'ai pas traité sur Volant, mais que moi j'ai fait par ailleurs personnellement. Et ben, moi j'ai trouvé et ça me fait du bien. J'ai trouvé que c'était magique au moment où je l'ai fait. Et ça veut pas dire que tout le monde doit le faire, etc., etc. J'ai pas de doxa non plus à donner. Mais par contre, de dire que c'est une croyance, c'est de dire que ça fait du bien. Et après, chacun se positionne là-dedans. Enfin, il me semble. Oui, c'est vrai que cette histoire de croyance, elle est vraiment, je trouve, vraiment passionnante, hein, d'interroger ses propres croyances. D'ailleurs, parfois, quand certains interviewés viennent dans le podcast Métamorphose, je leur dis, et qu'ils me parlent de vie antérieure, je leur dis la croyance des vies antérieures, parce que ça reste une croyance. Bien sûr. Quelle qu'elle soit. Et donc, c'est toujours intéressant d'interroger ses propres croyances. Ce en quoi je crois, mais ses propres croyances, ça peut être tout simplement, parfois, si je fais tel rituel chaque soir ou chaque matin, dans ma vie, est-ce que je peux aussi interroger ça? C'est aussi une forme de croyance, qui est une forme d'habitude, mais qui se transforme en croyance. Je crois que si je fais ça de manière régulière, ça va aller mieux. Donc, où termine la croyance? C'est vraiment un sujet, mais là, on s'embarque. Mais surtout que, pardon, je te coupe, mais c'est vrai que notre société, je pense que tout le monde n'en a pas totalement. Bon, les gens qui écoutent Métamorphose, je pense que oui. Les gens qui écoutent Blanc, je pense que oui aussi. Mais le monde est constitué de croyances, c'est-à-dire, et l'un des gros problèmes de notre société, d'ailleurs, je serais très curieux d'avoir ta définition, mais c'est que on a une définition du bonheur autour de l'accumulation, et on a une croyance profonde que accumuler, c'est le bonheur, que c'est la réussite, c'est le bonheur. Alors, tu vois, tout le monde va mettre un peu de nuance là-dedans, mais l'un dans l'autre quand même, on a quand même cette idée que quand tu accumules, t'es plus heureux. Et d'ailleurs, je serais assez curieux de connaître toi, enfin, je sais pas si c'est une définition du bonheur, mais comment tu l'envisages en fait? Mais c'est vrai que j'ai envie de faire le lien entre ce que tu dis par rapport à la croyance, par rapport à nos blessures. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de croyances négatives sur nous-mêmes et donc de projections en fait sur le monde qui viennent de notre blessure originelle ou de blessures originelles qui prennent source dans l'enfance. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai vu aussi dans ma systémie? Tu parlais des constellations familiales. Qu'est-ce que j'ai vu autour de moi et que du coup je projette sur le monde? On ne se rend pas compte, mais le nombre de pensées, de ruminations, d'auto-jugement qu'on a sur nous-mêmes et du coup qu'on va projeter sur l'autre. Alors quand je dis l'autre, ça peut être l'autre, l'altère, c'est-à-dire la personne en face de moi, dans mon conjoint, mon couple, ma systémie, ma famille, mes amis. Mais ça peut être l'autre, la société, l'environnement, l'entreprise dans laquelle je travaille. Et toutes ces auto-jugements, toutes ces blessures, toutes ces ruminations,
Ça forme un espèce de paquet de croyances qui sont vivants à l'intérieur de moi et qui s'expriment peut-être parfois sous forme de différentes voix. J'aime beaucoup une thérapie, alors je ne l'ai pas forcément expérimentée, mais j'ai un peu creusé le sujet, qui est la voix du dialogue intérieur. On peut parler aussi des archétypes, hein, comme disait Jung. Quels sont les archétypes et toutes ces voix intérieures qui sont aussi vivants à l'intérieur de moi, qui sont finalement simplement le reflet en miroir de toute cette projection du monde, que ce soit de cet écosystème global ou de mon écosystème plus proche. Et donc forcément, ça va conditionner mon rapport au monde et mon rapport au bonheur, pour revenir plus directement à ta question. Tout ça va faire que comment je me comporte en fait dans la vie par rapport à ça. C'est ça qui est assez incroyable. Tout cet écosystème est vivant en moi, et ce qui nous pose du coup la question du libre arbitre par rapport au bonheur. Comme je suis pétrie de toutes ces blessures, de tout ce qui est vivant à l'intérieur de moi depuis que je suis enfant, que je vais projeter au monde, qu'est-ce qui finalement, à un moment donné, va me dire comment je suis face au bonheur au monde? Moi, c'est la grande question que je me pose. Ensuite, on peut chercher le bonheur à l'extérieur de toi, que tu parlais de la matérialité. C'est vrai que comme en fait on a perdu cette forme de... Enfin, on a perdu, est-ce qu'on l'a déjà eu en tant qu'humain? On cherche dans des désirs finalement finis, une espèce de soif d'amour et de désir infini. Hein. Et donc on pense que les choses matérielles finalement vont répondre à cela. Hein, on va chercher. Mais des choses matérielles, quand je dis des choses matérielles, ça peut être dans la consommation aussi de l'autre. Ça peut être aussi dans mes relations amoureuses ou amicales. Cette fusion de consommation aussi de l'autre. Hein. On parle souvent de biens matériels, mais ça peut être aussi dans mes cercles proches. Est-ce que je consomme finalement de l'autre, dans mon besoin de reconnaissance, de réparation, dans cette quête en fait du bonheur à l'extérieur de moi? Les solutions éternelles, en fait, on les connaît. C'est vraiment s'abandonner à cette forme de sécurité intérieure qu'on a en soi, mais qui n'est pas finalement une réponse qui ne viendra jamais de l'extérieur. Hein. C'est une quête vaine, mais on le sait. Hein. Et pourtant, on l'observe parfois en nous. Moi, je l'ai déjà observé en moi, bien sûr. Et on l'observe parfois chez les autres aussi. C'est-à-dire, tu vois, moi, j'ai des amis comme ça qui cherchent comme ça à l'extérieur. Et tu te dis, mais arrête, il n'y a rien à l'extérieur. Tu vois, tu ne pourras pas trouver parce que, en fait, tu vas monter une montagne, quelle que soit la quête, que ce soit l'argent, la notoriété, peu importe. Et tu vas te rendre compte que finalement, ça va nulle part, ce truc. Parce qu'en fait, plus t'en as, plus t'en veux, moins ça dure longtemps. Et en fait, donc tu vas. Comment tu dirais? Enfin, tu disais qu'il faut développer cet amour intérieur. Est-ce que tu as des conseils? J'en sais rien, c'est des conseils, mais en tout cas, des choses par lesquelles t'es passé toi, ou des choses que tu as entendues sur Métamorphose à travers tes invités, qui te permettent ou qui permettent aux personnes qui nous écoutent de dire ah bah oui, c'est comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être des étapes ou j'en sais rien, c'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses. Alors, quand tu me donnes cette image de chercher à l'extérieur, il y a aussi ce fameux mythe de Sisyphe de Camus, vraiment de la montagne, et puis on redescend à chaque fois avec la pierre, et il la roule au sommet de la montagne et on redescend. Je suis toujours partagée, en fait, encore aujourd'hui, curieusement, après presque 5 ans d'émissions de Métamorphose et puis de tout ce travail, cette quête que j'ai profonde aussi à l'intérieur de moi, entre mettre de la conscience, travailler entre guillemets en thérapie, chercher, approfondir, mieux se connaître, qui apporte, je trouve, quand même des éclairages assez extraordinaires. Moi, j'ai fait une longue thérapie, par exemple, en transgénérationnel. J'ai testé beaucoup de choses sur moi-même. Quand je dis tester, c'était pas des choses juste un week-end, vraiment de manière approfondie, que ce soit la psychanalyse, que ce soit des TCC, des thérapies cognito-comportementales, à travers les thérapies brèves, par exemple, l'EFT, Matrix, ça peut être le MDR, l'hypnose, un certain nombre de thérapies diverses et variées, que j'ai vraiment, ou des thérapies psychocorporelles, des différentes formes de spiritualité, et en même temps, c'est pour ça, et je crois que c'est il y a quelque chose qui me touche aussi, par exemple chez Krishnamurti, qui est cette idée de se libérer du connu, et qu'en fait, ou chez le Christ, en disant finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, à s'abandonner et à vivre l'instant, comme ça. Pas forcément besoin de travailler sur soi. Je mets des guillemets parce qu'il y a vraiment cette idée du travail. Et je reste encore avec ces deux voix
qui finalement peuvent cohabiter, de dire qu'à chaque instant, on peut aussi vivre une forme de retournement du cœur et opter pour un autre point de vue, tout simplement parce que là, à cet instant-là, il y a une brèche qui s'ouvre, soit qui procède de la volonté propre, soit une forme d'abandon à la vie qui coule en nous et qui fait que ça se retourne et on se libère du connu de cette manière-là. C'est ça qui est assez étonnant. Ça fait un peu penser à Franck Lobvé, ce que tu dis, Oui. tu vois, sur le fait qu'il faut arrêter de travailler sur soi, lire des bouquins, etc., et juste lâcher, en fait, tout simplement. Voilà, il y a ça, et en même temps, je ne peux pas nier que tout le chemin thérapeutique que j'ai fait, tous les éclairages que j'ai pu expérimenter, ont mis de la conscience et de la lumière sur des zones d'ombre qu'il était bon aussi d'aller retourner à l'intérieur ou d'alchimiser, parce que l'ombre, elle n'est pas forcément, comme dirait Franck, à éloigner de soi, elle est vraiment à voir, à reconnaître. Et je pense qu'il y a quelque chose à aussi transmuter. Donc, et en même temps, et c'est toujours le « et » de Franck Lobvé, je vois aussi à quel point, parfois, il y a des moments clés, et on ne sait pas exactement dire à quel moment, où on a un retournement aussi de conscience qui se fait comme ça. Et on ne sait pas pourquoi. Franck dit, parce que tu parles de lui, je reprends son analogie. Bien sûr. C'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à comprendre, mais qui touche au libre arbitre dont on parlait tout à l'heure. Au moment où je marche ma vie, à la fois j'ai le libre arbitre de dire je prends à gauche ou à droite, et en même temps, donc j'imprime le chemin, et en même temps le chemin est déjà quelque part imprimé. Il y a ces deux notions qui se superposent. C'est ça que je trouve assez magique. Et peut-être dans ce que je disais par rapport à se libérer du connu et en même temps travailler, il y a peut-être les deux qui se superposent aussi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est de se dire, j'ai pas de dogme, et en fait, les deux sont vrais, et sont parallèles. Et c'est complètement... Enfin, c'est tellement en contradiction avec les pensées de cette société moderne, où il faut faire l'un ou l'autre, où il faut choisir, etc. De se dire, en fait, les deux sont en parallèle, les deux sont vrais. C'est très perturbant, et en même temps, je pense que c'est... enfin, tu vois, ça résonne, tu vois, c'est logique. Oui. En fait. Comment tu... Pardon, tu voulais rajouter un truc, vas-y. Oui, par rapport à ta question, en tout cas, je sais que personnellement, dans mon expérience, il y a des choses qui m'ont vraiment aidée. Ce sont les thérapies corporelles ou les arts corporels. Je pratique un art corporel contemporain qui s'appelle le Wu Tao. Et je sais que ce passage, moi qui suis très dans la tête, dans le cœur aussi, mais peut-être pas assez dans le corps. Et pourtant, je faisais beaucoup de sport, je pratique la course à pied, un certain nombre de sports outdoor, etc., la natation. Mais malgré tout, ces pratiques corporelles restaient quelque chose d'assez mécaniste. Et c'est vrai que de pratiquer un art corporel dans une forme de lâcher-prise m'a aussi beaucoup aidé à me dire, comme dirait cette thérapeute qui est décédée maintenant, mais Gerda Boysen, qui a fait école sur la psychologie biodynamique, le corps a un esprit bien à lui. Et moi, je crois que le corps incarne aussi la conscience dans nos cellules, et que quand on le laisse aussi s'exprimer, on peut exprimer beaucoup de choses. Donc quand tu me demandais les thérapies, ce qui m'a aidé, je crois que les pratiques corporelles aident beaucoup. Évidemment, tous les artistes qui pratiquent avec le corps le savent. Ça fait penser à Thierry Johnson, que tu as reçu forcément, plusieurs fois, qui a écrit ce bouquin qui s'appelle La posture juste. Et effectivement, c'est marrant d'ailleurs parce que de ce que j'ai compris, moi, en tout cas, de la méditation, c'est que dans les pays asiatiques où ils ont mis en place ça, c'est qu'eux, ils étaient très dans le corps et ils avaient besoin justement de revenir à la tête un petit peu, d'où la méditation. Alors que nous, comme on est déjà beaucoup dans la tête, en Occident de manière générale, la méditation, c'est peut-être pas forcément la meilleure voie finalement. Redescendre dans le corps, pour des gens qui sont très dans la tête, ça peut être la meilleure chose. D'ailleurs, ma thérapeute me disait souvent... on a tendance... Non, d'ailleurs, c'est pas ma thérapeute, c'est Esther Perel, qui me disait, qui est une autre thérapeute, mais pas la mienne. Grande spécialiste de l'amour. Voilà, mais qui est une amie aussi, par ailleurs. Elle me disait souvent, on a tendance à prendre des thérapies qui nous ressemblent. C'est-à-dire, quelqu'un qui est très dans la tête va prendre une thérapie très dans la tête. Quelqu'un qui est très dans le corps va prendre une thérapie dans le corps. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'on devrait faire. C'est-à-dire que quand tu es très dans la tête, il faut aller dans le corps. Quand tu es très dans le corps, il faut aller dans la tête. Exact. Ça va dans le sens de sortir un peu de notre zone de confort et d'aller au-delà de ce que nos synapses, effectivement, des boucles qu'ils ont l'habitude de faire, où on se retrouve dans le connu. Quand je parlais de se libérer du connu, là, de Krishnamurti, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Moi, je me rends compte à quel point, finalement,
c'est difficile de se libérer dans le quotidien du connu. Qu'on prend des autoroutes, qui soient neuronales ou même physiques. En running, j'ai tendance à faire toujours le même tour. Bien sûr. Et je suis sûre que certains se reconnaîtront là-dedans. Alors, j'ai plusieurs tours, mais quand même, parfois, je m'amuse à les faire dans l'autre sens. Et tu vas courir le même jour. C'est ça, voilà. Et en même temps, la force de l'habitude et du rituel est aussi merveilleux parce qu'elle permet une forme d'abandon et de lâcher prise. En Wu Tao, justement, cet art corporel que je pratique, j'ai appris quelque chose d'assez essentiel. C'est qu'on a des mouvements de base qui sont calligraphiés et les apprendre est quand même assez dur, extrêmement difficile, long, il faut des années. C'est pas une pratique où vite fait bien fait, on maîtrise en fait la calligraphie du mouvement. Mais ensuite, à l'intérieur de ce qui est calligraphié, on va lâcher prise, mais dans quelque chose qui est quand même assez normé. Et donc c'est ça qui est intéressant parfois, c'est qu'on peut être dans des formes d'automatisme et comment je peux aussi lâcher prise et sortir de mes autoroutes dans des façons de faire qui sont habituelles, qui va encore un cran un peu en dessous. C'est hyper intéressant, effectivement, de l'envisager comme ça. Et alors, tu sors un ouvrage oui. Qui s'appelle La fée qui ouvrait les cœurs. Et en fait, c'est drôle parce que c'est un conte, ce qui n'est pas classique comme format, finalement. On a souvent soit des essais, soit des bandes dessinées. Je pense à Jean Covici, entre autres. Oui. Mais les contes, on en voit moins. Moi, je me souviens d'un bouquin de Richard Bach, je ne sais pas si tu l'as lu, qui commence par un conte. Et ça m'avait beaucoup touché, justement. Pourquoi tu as choisi ce format de conte ? C'est pas classique, en fait. Non, c'est pas classique. Moi, j'ai été très touchée par les contes quand j'étais enfant. J'en ai aussi beaucoup lu à mes enfants, mes filles, quand elles étaient petites. Et je trouve que c'est un format métaphorique extraordinaire pour toucher la psyché. C'est vrai que le conte est vraiment dans le registre du merveilleux, de l'onirique, du rêve. Et moi, je me sens assez proche aussi de la pensée, notamment de la pensée de Jung. Et c'est vrai que le conte prend vraiment racine dans la psyché humaine. D'ailleurs, je le dis en introduction de ce conte, qu'il n'échappe pas forcément à mes propres filtres. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que le conte est vraiment cette métaphore qui nous permet d'être en reliance à la fois avec notre intériorité, l'extériorité, les grands mythes, qui parle en fait à l'inconscient humain, qui parle à l'inconscient collectif et qui parle peut-être plus au cœur finalement et au corps que simplement au mental. Il y a beaucoup de livres de développement personnel en ce moment, depuis quelques années. Certains qui sont extraordinaires, mais peut-être le petit reproche, entre guillemets, qu'on peut faire à ces livres, c'est qu'ils parlent globalement quand même beaucoup à la tête, au mental. Donc on comprend des choses, et c'est bien, mais comment l'information descend à l'intérieur ? Et c'est vrai en publiant ce conte qui est illustré, il y a un tableau par petits chapitres, et puis forcément j'ai enregistré aussi une version audio. Forcément, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller au studio. Mais il y a quelque chose d'immersif et qui, pour moi, parle finalement à l'inconscient, de manière peut-être, je l'espère, comme le font les contes, plus puissantes. Quand on décode les contes pour enfants, alors là, je précise, c'est un conte pour adultes. Bien sûr, oui. C'est pas un conte à lire pour les enfants, parce qu'il y a des choses dures par moment dures, qui sont pas dites de manière difficile, mais qui abordent des sujets assez douloureux. Mais quand on prend les contes pour enfants, quand on y pense, ce sont aussi des grands mythes qui sont parfois assez durs, assez rudes. Quand on pense au petit chaperon rouge, le loup va finir par manger, par dévorer peut-être la mère grand. Enfin, ils sont sauvés. Mais dans certaines versions du petit chaperon rouge, je crois en Asie, où c'est des tigres, la mère grand, la grand-mère est dévorée par le loup. Donc c'est vrai que les contes ont ou les grands mythes ont cette possibilité de nous faire ces voyages intérieurs et extérieurs et qui font travailler la psyché à travers quelque chose qui peut paraître finalement au départ assez anecdotique, assez simplet, assez simpliste, assez joyeux, mais qui viennent en profondeur en fait nous parler. Et est-ce que tu dirais que d'utiliser le format du conte, ça permet de parler à l'âme d'enfant et par conséquent de descendre dans le cœur directement, tu vois, de faire l'économie de la tête, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus direct qui s'imprime. Peut-être parce qu'il y a aussi moins d'investissement
qui est fait intellectuel. On va chanter le mental. Et donc, tout de suite, on va être en prise avec quelque chose du cœur. Alors, quand on va commencer un livre de développement personnel ou de psychologie assez sérieux, on va se brancher tout de suite en mode... J'essaie de comprendre. Hein. J'essaye de comprendre. Attention, ça va être peut-être un peu ardu. Je rentre dedans. Alors que là, en fait, on se laisse simplement porter par une forme de magie des images. C'est doux, quoi. C'est doux. Et alors, tu traites de plusieurs sujets. Est-ce que c'est les sujets qui t'ont semblé les plus pertinents par rapport aux épisodes que tu as fait sur Métamorphose? Comment tu as choisi les différents sujets que tu abordes? Peut-être que tu peux en citer quelques-uns d'ailleurs. Mais... Alors ces sujets, ils sont vraiment descendus de manière presque automatique dans une forme d'écriture. Donc j'ai pas fait de recherche entre guillemets pour écrire. J'ai commencé à écrire ce récit et puis j'ai envoyé les 10 premières pages Word à mes éditrices qui m'ont dit on adore, continue. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à un scénario. Quand j'étais plus jeune et que mes filles étaient jeunes, je leur racontais des histoires comme ça, des contes que j'inventais, qui sortaient de mon imagination. Bien sûr. Enfin, on ne sait pas d'où ça vient d'ailleurs, ce qui descend. Est-ce que c'est mon imagination? C'est des formes de co-création entre ce qu'on a vécu, nos expériences, l'inconscient collectif. D'où vient l'inspiration? Ça reste quand même aujourd'hui en fait une forme de mystère. Et donc, il y avait quelque chose vraiment de ce personnage qui cherchait à s'incarner, à dire des choses. Évidemment, il y a des grandes thématiques qui me parlent. Tu as parlé de constellation familiale et transgénérationnelle tout à l'heure. Il y en a beaucoup dedans parce que c'est un sujet que j'adore et qui me passionne. On est tellement fait de nos systémies familiales et que ce soit dans la systémie proche, parents, arrière-grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, mais aussi les figures grand-parentales, arrière, on peut remonter, si on peut, jusqu'à 7 générations. Bien sûr, dans les arbres, en général, on ne remonte pas jusque-là. Oui. Mais on dit que c'est intéressant de regarder quand même vibratoirement, cette systémie-là. Donc ça parle beaucoup de transgénérationnel. Et puis, dans les thématiques aussi de la blessure originelle de l'être humain. Je pense que nous nous incarnons avec une forme de blessure originelle, qui est cette blessure d'amour dont on parlait tout à l'heure, qui est une forme de nostalgie de l'ailleurs, peut-être de la nostalgie de l'unité, du tout, que nous avons connu avant et peut-être que nous connaîtrons après, selon les croyances, encore une fois, de chacun, on y revient. Mais il y a une forme peut-être chez certains, comme ça, plus forte, de cette espèce de nostalgie du un, de cette fusion. Pourquoi je disais ça ? Parce que ça parle de la blessure, de cette blessure-là. Ouais. Et tu parles aussi de la mort, qui est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité. D'ailleurs, on n'utilise pas la mort, on parle de la fin de vie, comme si c'était honteux, la mort. Boris Cyrulnik, auquel tu as fait référence. Mais aussi, Michel Maffezoli m'avait dit ça, qu'on essaye d'homéopathiser la mort, on essaye de la cacher, on la met à distance, on a des soins palliatifs, on a des maisons de retraite, etc. On met à distance la mort, en réalité. Et Michel me disait, une société qui a un problème avec la mort, c'est une société qui est malade. Et Boris, lui, me disait, en fait, à force d'essayer de mettre à distance la mort, en fait, elle est plus douloureuse parce qu'en fait, normalement, il y a des rituels. Avant, la personne elle mourait à la maison avec. Alors, c'était pas forcément très propre, c'était pas forcément très beau, ça faisait aussi souffrir. Mais il y avait un rituel. Et ça, on manque dans notre société, moi, je crois, en tout cas, de rituels forts. Et en particulier, même la mort, à part l'enterrement, mais qui est plus ou moins un rituel d'ailleurs. On a plus trop de rituels. Toi, c'est quoi ton rapport à la mort et pourquoi tu as voulu le traiter dans l'ouvrage ? C'est sûr que quand j'ai donné vie à mes enfants, j'ai eu vraiment ce sentiment d'un grand mystère qui s'accomplissait. C'est-à-dire que, comme disent les fondateurs justement du Wu Tao, cet art corporel que je pratique, Paul et Immanuel, ils disent que vie et mort n'est pas le couple. C'est naissance et mort qui est le couple. Et quand on interroge notre rapport à la mort, c'est intéressant d'interroger notre rapport à la naissance dans notre société et de les mettre en regard. La façon dont beaucoup d'enfants, et encore ça a évolué ces dernières années, mais la façon dont finalement la société propose d'accueillir la vie, le sacré,
Quand un enfant, d'ailleurs c'est une des paroles que j'ai mis de Khalil Gibran dans le conte, quand un enfant vient au monde, on n'a pas fait grand-chose en fait. Il nous traverse. C'est une vie qui jaillit, on ne sait pas d'où, qui arrive, qui s'incarne, et ce petit être, on ne connaît pas son visage. Oui, il va porter notre ADN et cellules, mais finalement, ça reste tellement mystérieux. Et je trouve que notre société dit beaucoup de la façon dont on accueille la vie et dont on accueille la mort. On accueille comment la vie, la naissance aujourd'hui ? Dans des hôpitaux, souvent c'est très médicalisé. Quand on peut prendre des rendez-vous de confort pour faire des petites césariennes de confort, parce que ça va arranger tout le monde de le faire à telle date et pas que ça tombe un week-end. Ça dit quand même, voilà, moi il y a un livre qui m'a énormément touchée, qui était Le Sacre de la naissance, je crois que c'est le nom du livre de Le Boyer, qui a mis en regard des tableaux de grands maîtres autour de la naissance d'enfants. Et je crois qu'on devrait avoir cette vision du sacre, finalement, de ce passage vers la mort, de la même manière. Comment est-ce qu'on accompagne, en fait, les mourants ? Moi, c'est une question qui me taraude dans ma vie. Comment j'ai envie d'expérimenter, si tant est que je puisse choisir des choses, mais ce passage vers la mort. Est-ce que j'ai envie d'être accompagnée ? Est-ce que j'ai envie d'avoir ce passage dans une forme de terreur, ou au contraire de me sentir complètement libérée ? Je ne sais plus qui me disait il n'y a pas longtemps que sœur Emmanuelle, la fameuse bonne sœur que tout le monde connaît, en France, elle est partie dans une grande paix. Il y a des gens comme ça, quand ils rendre son dernier souffle. Il y a quelque chose de sacré, en fait, de redéposer ça vraiment à la vie. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui me fait pas peur, la mort. Mais j'aimerais... Tout comme quand j'ai donné naissance à mes enfants, j'ai essayé de mettre vraiment du sacré dans cette naissance, mettre de la conscience. Et j'aimerais pouvoir traverser mon passage vers la mort dans une forme de conscience et de moments sacrés aussi comme ça. Bon, c'est peut-être un peu dur comme sujet, mais il y a d'autres sujets que tu traites aussi dans le livre. Tu veux en citer quelques-uns qui peuvent résonner. Il n'y a pas que la mort, heureusement. Dans les sujets douloureux ou dans les sujets de manière générale. D'une manière générale. C'est assez court, mais finalement, il y a plein de sujets que tu traites. Il y a un grand sujet qui est pour moi le grand sujet aussi de l'amour. On parle de la mort, on peut parler aussi de l'amour, qui est un sujet, je pense, qui me taraude aussi dans cette vie, sur qu'est-ce que l'amour, en vérité. On sait qu'il y a plein de formes d'amour, Eros, agapé, voilà, les Grecs ont défini plein de types d'amour. Philiae, etc. Mais quel type d'amour j'expérimente dans mes relations est toujours une question, je trouve, incroyable. Qu'est-ce que l'amour, finalement ? Est-ce que l'amour, c'est un lien d'attachement ? Est-ce que l'amour, c'est quelque chose d'automatique ? Quand c'est l'amour, par exemple, filial, est-ce qu'on aime forcément, complètement, de manière universelle, ses enfants ? Quand je m'attache à l'autre dans le lien amoureux, qu'est-ce que ce type d'amour ? On sait que forcément, d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais quand on travaille son arbre en transgénérationnel et qu'on fait celui de son conjoint ou de sa conjointe ou de son amoureux, de son amoureuse, on s'aperçoit que souvent ce sont soit des choses de réparation en métagénéalogie, Jodorowsky a aussi montré ça, soit des liens de réparation, soit des copier-coller de son arbre. On va retrouver des occurrences de prénoms dans les familles, d'âge des frères et sœurs, enfin c'est juste complètement bluffant. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Et donc, on se dit, finalement, quand j'aime l'autre, qui aime à travers moi ? C'est ma généalogie qui aime, qui va rechercher à réparer des choses. Est-ce que c'est la chimie des hormones ? Et donc, c'est vrai que cette question vraiment de l'amour et du un, dont je parlais tout à l'heure, même au niveau spirituel, de cette nostalgie, de cette fusion peut-être avec le divin qu'on a cherché, qu'on cherche en fait dans nos vies, on cherche à fusionner parfois avec l'autre, ou alors je parle pour moi, mais souvent à nouveau à faire un avec l'autre. C'est une question que je pose aussi dans ce livre. C'est vrai que l'amour, c'est un sujet, je pense que peut-être on n'en parle pas assez de l'amour. Enfin, on est beaucoup, je crois, dans une société individualiste, donc on parle beaucoup de l'amour de soi, qui est un vrai gros sujet, parce que c'est difficile d'aimer l'autre si tu t'aimes pas toi-même. Même si Franck lui nous dit tu ne peux expérimenter l'amour que en étant en relation, parce que si t'es pas en relation, du coup tu peux pas être prêt à être en relation. Enfin, lui, c'est tout son discours de dire ça veut rien dire d'essayer d'être prêt en relation, de travailler en amont. Il faut être en relation pour pouvoir travailler la relation. Finalement, on n'en parle pas tant que ça de l'amour. Enfin, c'est un sujet, et en même temps, c'est bizarre parce que ça traverse, mais on est vachement dans
c'est l'âme sœur et tous ces sujets-là, mais finalement, on n'est pas trop dans une vision complète autour de l'amour. Je crois pas. Enfin, je sais pas toi, ton regard par rapport à ce sujet, mais je pense que c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant finalement que ce qu'on en dit aujourd'hui. Oui, et puis ça pose cette question effectivement de l'amour de soi. On revient sur les blessures que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'homme est-il un blessé d'amour, de cette blessure originelle de l'amour qui va chercher dans des désirs finis pour combler ce manque d'amour dans des choses, ce désir infini dans des choses finies, comme dit aussi très bien le philosophe Denis Marquet ou Éric Emmanuel Schmitt et tant d'autres penseurs ou philosophes sur ces sujets-là. Et donc cette question de qui aime quand j'aime, qu'est-ce qui se joue en fait de moi à travers l'amour, qui est toujours à interroger. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que l'amour ne dure que 3 ans ou 7 ans, parce qu'il y a vraiment cette chimie des hormones, du pareil même, de l'âme sœur. L'autre est vraiment mon miroir. Et donc c'est moi aussi que j'aime à travers l'autre. C'est toujours intéressant à interroger. Que donne l'amour aussi dans la durée, l'amour au long cours? Quand les années passent, il y a quelques siècles, les gens mouraient assez jeunes, donc finalement l'amour était de plus courte durée. Évidemment. Aujourd'hui, l'amour peut durer toute une vie ou pas, ou avoir plusieurs amours. Et puis ça pose la question de... j'ai reçu ce philosophe dans Métamorphose, Patrick Lemoine, de sommes-nous polygames ou monogames, qui est aussi une véritable question pour l'être humain. Est-ce que, comme certains oiseaux, on s'attache à une seule personne et puis ça dure toute la vie, ou est-ce que nous sommes des êtres finalement Je crois que c'est Esther, justement, Perel, qui disait on est monogame, une relation à la fois. C'est pas mal. Plus ou moins d'ailleurs, hein. C'est plus ou moins vrai, mais a priori, pour la majorité en tout cas, dans nos cultures, on est plutôt monogame, une relation à la fois. Est-ce qu'il y a des conversations qui t'ont marqué particulièrement sur Métamorphose? C'est toujours compliqué, comme on me demande souvent c'est quoi la discussion. Bon, le problème c'est qu'après 250 conversations, le truc c'est qu'elles m'ont toutes transformé d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'il y a des conversations qui ont été vraiment marquantes chez toi? Il y a des gens que je réinvite plus souvent que d'autres dans le podcast, déjà parce que certainement ils ont une actualité, mais parce que leurs paroles profondément touchent la mienne. Je pense à ce philosophe dont je parlais, là, Denis Marquet, avec sa philosophie du Christ qui me touche évidemment énormément. Et donc c'est des conversations où j'ai le sentiment que quand on est ensemble et qu'on discute, il y a quelque chose de l'ordre de la grâce aussi qui s'incarne vraiment du moment. Il y a des moments comme ça suspendus qu'on peut vivre pendant des podcasts. Il y en a souvent, parce que dans l'intimité d'un podcast qu'on partageait tout à l'heure, c'est qu'il y a souvent quand même ces moments de grâce où on est tellement connecté à une forme de profondeur de l'instant qu'il y a quelque chose de bouleversant qui se joue. Donc c'est difficile, je suis comme toi, j'ai du mal à te dire... Non, mais je te demandais pas l'épisode qui t'avait le plus marqué, mais peut-être... certaines conversations qui ont pu avoir des effets. Moi, il y a des épisodes, par exemple, c'est rare finalement, mais que je réécoute moi-même plusieurs fois, tu vois, du coup c'est assez rare parce que tu vois, je peux pas me permettre de réécouter plusieurs fois un épisode comme ça, mais parfois il y a des conversations qui m'ont tellement marqué que du coup je les réécoute parce qu'elles résonnent en moi à ce moment-là, quoi, en tout cas. Et je sais pas si toi c'est vrai, je sais pas si tu te réécoutes d'ailleurs. Au début je le faisais beaucoup parce que je cherchais déjà à réécouter la conversation pour voir si la formulation des questions, comment c'était, etc. Et puis parce que quand on est dans le moment, on a une écoute qui est un peu autre en tant que podcasteur. Et donc je la réécoutais vraiment comme une auditrice, ce que tu fais en réécoutant plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai plus le temps non plus. C'est ça. Sauf certaines conversations qui étaient vraiment celle de Denis Marquet, par exemple, que je continue à réécouter. Certaines conversations avec Christophe André aussi, ou Laurent Gounel, je continue à réécouter comme ça. Laurent Gounel, c'était ton premier invité, c'est ça, non? C'était mon premier invité. On m'en a parlé ce matin, c'est drôle, parce que moi je ne l'ai pas reçu. Et on m'a parlé ce matin, on m'a dit, mais là, Laurent Gounel, il faut seulement que tu observes, que tu regardes. Et je sais pas, je l'ai pas reçu. Et c'est quelqu'un apparemment
du coup, que je connais pas, mais qui est très riche. Alors, j'avais sans doute écouté le premier épisode à l'époque, mais bon, tu vois, comme c'était il y a 5 ans, je peux pas me dire, mais oui, je me souviens très bien de cette écoute il y a 5 ans. Non, mais Laurent, par exemple, voilà, il y a des personnes avec qui il y a des conversations comme ça. J'ai le souvenir aussi d'une conversation avec le philosophe Charles Pépin. Ah oui, incroyable. Qui était assez incroyable parce que j'avais prévu tout un tas de questions et puis finalement ça a été un ping-pong entre nous, mais absolument génial. On est allé, voilà, la rencontre. Il parle de l'art de la rencontre et ça a été une rencontre avec Charles Pépin comme ça, très très fluide. Ouais, Charles, il est incroyable. Ben là, tu vois, j'ai pas prévu de questions, tu vois, parce que je me suis dit, de toute façon, ça va être tellement fluide qu'il n'y a pas. D'habitude, je prévois quand même des questions, mais là, j'avoue que j'ai pas préparé de questions particulières parce que je me suis dit, en fait. Enfin, comme on se connaît et que je suis tout ce que tu fais, etc., je me suis dit, bon, ça va être très fluide. On fait le même métier aussi. Je pense qu'il y aura trop de questions plus que pas assez. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu, parce que je t'ai pas posé la question, j'aurais dû te la poser avant, de la galaxie Métamorphose, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as élargi beaucoup, finalement, il y a plein de choses que tu fais par ailleurs. Les métamorphoses, en tant qu'entreprise, il y a vraiment aussi cette signature qui est des expériences qui éveillent la conscience. Ouais. Et donc, c'est toute cette question de comment on passe de l'écoute d'un podcast qui donne une première piste à vraiment l'expérience dont on parle beaucoup depuis le début de cette émission, à l'expérience plus concrète. Donc effectivement, ça prend plusieurs formes. On anime avec Olivier Morel, qui est un ami à toi qu'on a en commun, un très bon ami aussi, qui anime des ateliers, des conférences métamorphoses, puisque lui, il est formé en intelligence collective. Et donc, ce sont des groupes par Zoom où les gens peuvent se réunir pour reparler d'un sujet du podcast. Par exemple, j'avais reçu James Redfield sur la prophétie des Andes il y a quelques années, qui est venu parler des synchronicités. Qu'est-ce qu'une synchronicité dans nos vies, comment est-ce qu'on les vit, comment est-ce qu'on peut les repérer, est-ce qu'il faut avoir du discernement, tout peut être aussi synchronicité. Donc les gens viennent discuter de ce qu'ils vivent dans leur vie. Donc ça, c'est assez intéressant. On passe à une partie plus pratique, même si c'est pas en présentiel, parce que ça, c'était né aussi au moment du Covid. Bien sûr. Ensuite, il y a mes oracles, dont l'oracle de la métamorphose, qui est comment... alors, quand je dis le mot oracle, c'est vrai que ça prend une forme d'oracle parce que ce sont des cartes. Mais moi, je ne suis pas du tout dans le truc de Madame Irma de faire de la divination. L'idée, ce n'est pas tellement ça. C'est plutôt d'utiliser, comme le tarot avec Jodorowsky, des cartes comme un sort de point d'appui d'un cheminement de quête. Au quotidien. Donc l'oracle de la métamorphose, il y a le livre Métamorphose, qui sont la version papier des conversations, de 33 conversations que j'ai eues au début du podcast des 2 premières années. Et puis là, il y a un nouveau livre qui sort le 7 avril, qui s'appelle Mes remèdes phyto, qui est toute la série que j'ai faite sur ma santé au naturel avec le docteur Charrier, qui sort en forme de livre aussi. D'accord. Les gens, en fait, de réclamer en disant ces conversations sur la santé au naturel, elles sont géniales. On prend des notes, on aimerait bien avoir un livre. Et ben voilà, le livre sort très bientôt. Livre sort. Et puis il y a ce conte aussi. Et puis il y a le conte, voilà, qui est une autre façon de vivre la métamorphose, même si évidemment qu'il est relié au podcast, mais peut-être un peu moins directement que les autres projets qui s'appellent Métamorphose. Moi, j'ai la sensation que, mais je me trompe peut-être, que le conte, c'est plutôt le condensé, parce que encore une fois, c'est pas épais. C'est un condensé de ce que tu as pu apprendre ou de tes réflexions sur plusieurs sujets. Enfin, c'est comme ça que j'envisage, mais peut-être que je me trompe en fait. Oui, c'est vrai que c'est à la fois une synthèse de toute cette matière qui est une forme de panthéon finalement de tous les invités de Métamorphose qui vivent à l'intérieur de moi. Parce que tu disais ça, toutes ces conversations qu'on a eues depuis des années, elles nous habitent. Tout comme les gens qu'on a rencontrés dans nos vies, les personnes qu'on a croisées, c'est vrai, ça forme vraiment des formes de panthéon, de voix à l'intérieur de nous. De voix VOIE et VOIX d'ailleurs, dans notre cas. Dans tous les sens. Et à la fois, ce conte est vraiment aussi ce que je vis à l'intérieur profondément. Ce qui m'habite en tant qu'archétype, en tant que vision aussi de l'humain. Moi, je suis chrétienne et donc on retrouve aussi des voix qui me parlent énormément, comme par exemple Pierre Teilhard de Chardin à l'intérieur. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et tu as reçu aussi Annick de Souzenel, si je ne me trompe pas. Oui. Qui est exceptionnelle, cette femme. Ah, extraordinaire. Je crois qu'elle elle a fêté ses 100 ans il n'y a pas longtemps. C'est donc ça, elle au mois d'octobre, au mois d'octobre. Donc elle va dans sa 101e année.
Incroyable. Et avec une vivacité d'esprit, une connaissance, une intelligence du vivant extraordinaire. Hein. Quelle femme. Hein. Ouais, incroyable. Ouais. Et particulièrement, parce que je fais référence à elle, parce que tu parles du Christ, et elle a une vision sur les religions qui est incroyable. Je pense que c'est une très grande théologienne et qui a fait des ponts entre aussi la psyché et la spiritualité, qui est vraiment... peut-être aujourd'hui, on pourrait parler de voies transpersonnelles, qui sont une voie dans thérapeutique qui intègre aussi évidemment la psychanalyse, la psychologie, mais toute la spiritualité qui intègre ça dans ces voies-là, ainsi que la corporalité. Comment tu envisages la suite pour Métamorphose ? Qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu l'envisages ? C'est possible que tu réfléchisses pas à comment le faire évoluer, mais je serais très curieux de comprendre comment tu envisages le truc. C'est une bonne question que je me pose en ce moment. C'est vrai, quand on arrive là à la 5e saison, peut-être tu me diras pour toi aussi de ton côté, mais à la fois c'est génial et je me régale toujours autant. Donc tant que je prends du plaisir à faire des interviews, à me nourrir de tous ces sujets, à partager avec les invités et que nos auditeurs nous suivent, il y a quelque chose de très fluide. Je dis souvent que le projet Métamorphose, c'est un projet qui court devant moi, qui me montre la voie à suivre. C'est vrai que j'aimerais explorer aussi d'autres... Déjà, je transmets en ce moment, puisqu'il y a d'autres podcasts que Métamorphose. Il y a Graines de Métamorphose, il y a des séries. Je ne suis plus la seule voix de Métamorphose. Et ça, c'était important pour moi de passer à une autre étape, de pouvoir former à la façon d'interviewer aussi Métamorphose, qui est liée évidemment à ma façon d'interviewer, mais qui est aussi un parti pris éditorial. Donc, c'est pas uniquement que moi. Et donc, comment développer ça à travers ces conférences et ces ateliers qu'on va développer encore plus. Et puis, d'autres personnes, d'autres animateurs que moi. Voilà un peu les grandes directions. Et pourquoi pas passer Métamorphose à quelque chose de plus expérientiel. Ça peut être des stages en présentiel, ça peut être pourquoi pas de la scène. Tout est possible. Non, c'est large, c'est incroyable. Ouais. Moi, la 5e année, j'ai décidé de lancer un autre podcast, tu sais, qui s'appelle Ping, et donc qui est plus B2B finalement, pour les entreprises, même si tout le monde peut l'écouter dans l'absolu, mais voilà. Et avec l'idée de créer un club pour faire bouger les choses, parce que moi je crois beaucoup au rôle des entreprises dans les changements climatiques. Tu vois, c'est le sujet de mon bouquin. Et pour lequel je t'avais reçu dans Métamorphose. Exactement, pour lequel tu m'avais reçu dans Métamorphose. Si vous voulez le réécouter. exactement, qui est sur Métamorphose. Je sais pas quel numéro, mais faudra rechercher. Il faut qu'on trouve le numéro de l'épisode avec Grégory sur Métamorphose, le gros truc téléguidé. J'avoue que je sais pas, mais c'était il y a 3 ans. Quand ton livre est sorti. Ouais, quand le livre est sorti, donc il y a 3 ans. Donc c'était, déjà ? Ouais, c'était il y a un moment. Mais voilà, donc c'est ça. Et effectivement, il y a la même logique que toi, c'est-à-dire d'une certaine manière de rendre les choses concrètes, pas tant sur Vlan, mais sur Ping, donc de faire réunir des leaders, etc. Après, c'est vrai que... mais en fait, moi, je me lasse pas de recevoir et de discuter avec des gens. Je pense que je suis trop curieux pour me lasser. Et aussi, je crois que comme j'ai vraiment la sensation que c'est utile, et que j'ai des retours dans le même sens par ailleurs, j'ai pas envie d'arrêter, parce qu'en particulier dans une société où l'information ne s'améliore pas. Épisode 96, merci beaucoup. Merci Laura. Merci beaucoup Laura. 96, ouais, donc t'en as combien de numéros maintenant ? On est à 370, quelque chose comme ça, 380. J'étais vraiment au tout début, quoi. Ouais. Enfin, sans compter les séries et tout ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc on est à plus de 500 c'est publiés. Ouais. 96, donc c'était quand même encore dans les débuts. Hein. Ouais, c'était encore les débuts. C'était avant la 100e émission. Wow. C'est fou. Hein. Le livre est sorti en mars 2020, donc j'avais bien choisi mon timing. Ouais. C'était parfait. Ouais, c'était parfait. Voilà. Mais donc voilà. Je sais pas combien de temps on est, mais on est pas mal. Bah ouais, il va falloir qu'on s'arrête. Le podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je pense que je t'avais même pas prévenu, mais je t'avais pas dit que je posais cette question. Mais... Alors je sais que tu la poses pourtant, mais j'y ai pas réfléchi. En même temps, ça va venir naturellement, je suis sûr. À quoi j'ai envie de claquer la porte ? Ouvrir. Ou les deux. Comme tu veux. Justement, j'ai envie de poursuivre ma métamorphose avec Métamorphose, donc d'ouvrir la porte à vraiment de nouveaux projets. On parlait hors antenne de peut-être un jour faire quelque chose ensemble, d'ouvrir des perspectives. C'est vrai que tu le disais, on est une grande famille, les podcasteurs, et comme on est aussi un peu dans nos tunnels et on est très pris. Moi, je vis en Suisse, toi, tu vis au Portugal, donc c'est vrai qu'on et peut-être faire
plus d'événements en commun. Donc j'ai envie d'ouvrir la porte à ça. Ça tombe bien, la fée, elle ouvre les cœurs, elle ouvre les portes aussi, certainement. Non, mais tout à fait, ouais. Complètement. Et à quoi j'ai envie de claquer la porte ? Peut-être me libérer encore un peu plus du connu, comme je le disais tout à l'heure. Je ne suis pas quelqu'un qui suis tellement tournée dans le passé. Et en même temps, je sais que je suis à la fin d'un cycle qui était important, de dizaines d'années, là, qui est en train de prendre fin dans certains pans aussi de ma vie. Mes filles vont quitter le nid de la maison, elles vont être étudiantes. Et peut-être avoir une vie où je peux explorer encore plus de choses. Voilà, donc fermer la porte à une certaine forme de passé tel que je l'ai vécu pour m'ouvrir à d'autres perspectives, en tout cas à titre personnel. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair. Ouais. Enfin, moi, ça me semble clair. Enfin, en tout cas, ça résonne chez moi. Donc, je vois bien de quoi tu parles. Okay. Je ne sais pas si ça résonne pour tout le monde, mais pour moi, c'est très clair. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Grégory. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.